Je vois des couleurs dans ma tête lorsque j'entends des sons. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Mais quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré un peintre suisse qui s'appelait Blangati, qui était synoptique, c'est-à-dire qu'il avait un dérèglement du nerf optique et du nerf auditif qui faisait qu'il voyait par les yeux des couleurs lorsqu'il entendait des sons. Et ces couleurs se superposaient au milieu ambiant. Alors j'ai la même faculté, mais je ne suis pas malade, je ne vois pas ça par les yeux, je le vois intérieurement dans ma tête. Non seulement lorsque j'entends de la musique, mais même lorsque je l'entends intérieurement, lorsque je lis une partition, je pense en même temps des couleurs. Alors bien entendu, quand je compose, je mets des couleurs dans mes compositions. Cette église a été construite en 1867 et ce grand orgue exactement à la même époque, spécialement pour cette église. C'est un orgue de Aristide Cavaillé-Coll, le très grand facteur français du XIXe siècle. Mais ce que vous voyez ici est un état plus récent de l'instrument. Olivier Messiaen a été nommé titulaire de cet instrument en 1931 et il a par 2 fois fait rénover et agrandir cet instrument. Ce qu'on voit ici, cette console, comme on dit, les 3 claviers de l'orgue, elle date de 1967 avec une transmission électrique et c'est bien ces claviers-là que Messiaen a joué de nombreuses fois dans sa vie. Il est resté titulaire de cet instrument pendant 60 ans jusqu'à sa mort. Le dimanche 9 février 1992, à la basilique du Sacré-Cœur, à peine je terminais la sortie de la messe que je reçois un coup de téléphone de la sacristie. Le père Stéphane Biaggi me dit qu'Olivier Messiaen était à la messe et qu'il tenait à me rencontrer. Je descends de la tribune et je rencontre Madame Messiaen et Olivier Messiaen dans la nef de la basilique. Ils étaient entourés de 2 prêtres, le père Stéphane Biaggi et le père Jean-Rodolphe Cars. L'un était de la basilique, l'autre était de l'église de la Trinité à Paris. Messiaen, quand il me voit, il se lève. Je lui dis: Maître, je vous en prie, restez assis. Il était fatigué, il venait d'être opéré. Et il allait mourir 2 mois plus tard dans une 2e opération. Et il me fait le témoignage suivant. J'aime beaucoup tout ce que vous faites. Je n'ai jamais entendu quelqu'un improviser comme vous. Je lui dis: Comment, maître, c'est vous qui me dites ça? Il me dit: Oui. Je l'invite à venir à ma tribune. Il me dit: Je suis dans l'incapacité de monter les marches. Telle fut ma rencontre avec Olivier Messiaen, à la suite de laquelle j'ai été nommé titulaire du grand orgue de l'église de la Trinité pour lui succéder.
Je me rappelle très bien d'un jour où mon maître Jean Langlais, qui fut comme un deuxième père pour moi, me disait, vous savez, nous avons tous été influencés par Messiaen. Messiaen est une personnalité de la composition musicale incontournable dans l'histoire de la musique du XXe siècle. Il a créé son propre langage musical et indépendamment des chants d'oiseaux, qui est une de ses signatures, il a utilisé les modes à transposition limitée, qui ont donné des couleurs harmoniques qui lui sont caractéristiques. Quand j'ai été nommé à l'église de la Trinité, j'ai voulu lui rendre hommage dans une œuvre qui s'appelle Le tombeau d'Olivier Messiaen et qui est dédiée à son épouse Yvonne Loriot. Et dans cette œuvre-là, j'ai cité les 7 modes à transposition limitée, enfin, je les ai utilisés pour le premier mouvement de ce triptyque. Donc, naturellement, il y a eu une influence de Messiaen dans ma propre musique, même si, avec le temps, je me suis écarté de cette influence et je me suis laissé inspirer par des musiques plus folkloriques, le chant grégorien, le choral luthérien et diverses sources. La musique harmonique en Occident, à ses débuts, a été très compliquée aussi. Si vous regardez la musique de Monteverde, la musique de Frescobaldi et la musique de Gesualdo, c'est très compliqué au point de vue harmonique, c'est très chromatique, et ce ne sont pas du tout des accords purs. Les accords purs sont venus, ce que vous appelez purs, c'est venu avec la musique classique, dont on a tiré les traités d'harmonie et les dictionnaires de musique. Mais la musique classique a été le fruit d'un renoncement. On ne pense pas assez à ça. Un homme comme Beethoven a renoncé à tout. Dans sa musique, il n'y a plus les merveilleux accords de Monteverde, ni même les chromatismes de Mozart. Il n'y a plus les accentuations et les riques féminins de Mozart. Tout ça, ça a disparu. Il a un matériau extrêmement simple. C'est ce qui lui permet de faire des thèmes et des développements magnifiques. C'est parce qu'il n'y a rien. À ce rien, il peut ajouter. Alors, ces accords purs dont vous parlez, ils ont une couleur, ils ont une petite couleur. Ils sont pas tellement colorés. On a des belles couleurs, des couleurs compliquées qu'avec la musique contemporaine. J'ai connu Olivier Messiaen, j'étais âgé à peine de 18 ans. C'était à la fin de mes études classiques au lycée. Et un de mes proches parents m'avait conseillé
d'aller dans la classe de Messiaen au Conservatoire de Paris. Donc je suis allé le voir et il m'a accepté dans sa classe où je suis resté pendant 2 ans. Et c'était 2 ans absolument magnifiques, ça m'a ouvert les yeux et les oreilles sur la musique en général. Et sa personnalité était tellement puissante que ça m'a marqué à tout jamais. À l'époque où j'étais son élève, la classe s'appelait Philosophie musicale. Je crois que c'est un titre qui lui avait été imposé et qu'il n'avait pas choisi lui-même. Mais de toute façon, ce n'était pas pour le déplaire, parce que, à sa manière, Messiaen avait une philosophie de la musique. C'est impossible de résumer l'essentiel de l'enseignement de Messiaen à l'époque. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il brassait tous les genres de musique, toutes les morphologies de la musique, que ce soit la musique ancienne, que ce soit le chant grégorien, que ce soit la métrique grecque, que ce soit l'harmonie de Wagner, etc., jusqu'à nos jours. Il analysait des œuvres très connues éventuellement, d'autres qui l'étaient moins, mais avec un regard extrêmement original, en ayant détecté tout comment dirais-je, l'éthos le plus profond de la musique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Messiaen se présentait sous plusieurs aspects lui-même, comme musicien, organiste, comme analyste et comme ornithologue même, et rythmicien. Et je crois que pour lui, dans la musique, le phénomène le plus important, c'était la rythmique. Alors ensuite, quand j'ai eu mon prix de chez Messiaen, où j'avais tout juste 20 ans, j'ai fait d'autres classes au conservatoire et j'ai travaillé avec son élève, son ancienne élève, Yvonne Loriot, qui est devenue sa femme par la suite. Et j'ai travaillé l'harmonie et le piano avec elle. J'étais trop âgé pour entrer en classe d'harmonie du conservatoire. La limite d'âge était autour de 18 ans, je crois. Mais j'ai fait en privé de l'harmonie. Et là aussi, la trace de Messiaen s'imposait, puisqu'il avait écrit des exercices d'harmonie dans les styles. C'était son grand dada, de faire de l'harmonie dans les styles. Il disait toujours qu'il y a une harmonie propre à un musicien, il y a une harmonie naturelle, bien sûr, tonale, mais il y a une harmonie aussi propre à un musicien ou à un groupe de compositeurs, ou éventuellement à une ethnie. Par exemple, la Russie, une harmonie spéciale en Russie. Et tout ça s'est complété avec les études de piano que j'ai fait avec Madame Loriot pendant 2 ou 3 ans, je pense 3 ans, en privé, uniquement en privé. Après, mes liens avec Messiaen ne se sont pas distendus parce que j'ai travaillé beaucoup comme chef d'orchestre. Et dans le répertoire que j'ai abordé, à partir des années, la fin des années 60, j'ai fait plusieurs œuvres de Messiaen très importantes pour orchestre. La Turangalila Symphonie, Et Expecto Resurrectionem Mortuorum, Les couleurs de la cité céleste, Les oiseaux exotiques en particulier, et les 3 petites liturgies pour la présence divine, pour ne citer que ces œuvres-là. Donc j'ai été en contact comme interprète, si vous voulez, de Messiaen, qui n'était pas toujours présent aux exécutions, mais qui l'a été de temps en temps. Et par exemple, je me rappelle d'une exécution de la Turangalila Symphonie en Angleterre, à Manchester, avec l'orchestre de la radio, où il était présent, et Loriot au piano. Donc nous n'avons jamais cessé de nous rencontrer. J'allais de temps en temps l'écouter à la Trinité, l'église de la Trinité, pas très loin d'ici, où il était toujours fidèle à la messe de 11 heures, il improvisait. Et donc tout ça a été très impressionnant. C'est vrai qu'après, j'ai connu Pierre Boulez très vite, et qu'il est devenu un peu moins tort, si vous voulez. Plus que Messiaen, c'est un peu naturel, c'était plus près de nous, et j'ai
été intéressé par ses recherches et les œuvres qu'il avait produites dans les années 50. Absolument. Mais j'ai jamais coupé le lien avec Messiaen. Peut-être à la fin de sa vie, je l'ai moins vu parce qu'il n'était pas en très bonne santé. Il y a plusieurs aspects. Je crois qu'il a laissé des traces, pas forcément très persistantes, dans son traitement de la modalité. Les modes qu'il a inventés, qu'il a théorisés, c'est un aspect des choses. Mais je crois qu'avant tout, les traces qu'il a laissées, c'est d'une oreille extraordinairement attentive à tout ce qui peut devenir musique. Par exemple, malgré qu'il n'en ait pas fait lui-même, il était très intéressé par la musique concrète. Il la regardait de loin, mais il s'y intéressait. Et je crois que la plupart des compositeurs que je connais qui ont fréquenté sa classe n'étaient pas du tout forcément attirés par sa musique ou par certains aspects de la musique, trop théologiques, trop harmonieuses, trop ceci ou trop cela, ou trop systématiques parfois. Mais tous ont été frappés par son ouverture d'oreille pour toutes les autres musiques. Moi, je me suis référé à Messiaen. Je sens que sa musique est derrière la mienne pour me montrer la voix. Les alliages de timbres, certaines couleurs harmoniques, certaines rythmiques même, je les dois à Messiaen. Je n'ai jamais fait des imitations de Messiaen, mais je pense que c'était quand même présent quelque part dans mon système d'écriture, si vous voulez. Pas tellement au début, où j'ai effectivement travaillé dans le sens sériel et strict avec Boulez, mais un peu plus tard, où j'ai cherché dans plusieurs directions, où j'ai travaillé pour l'orchestre. La manière d'orchestrer de Messiaen m'avait beaucoup marqué, de manière très efficace et en même temps très précise, le choix des timbres, etc., qui était dans la ligne de Debussy et de Dukas, qui était son maître d'ailleurs. Ça, c'est une chose qui est restée présente dans mon travail. D'abord, il voulait une musique qui soit entendue dans le cerveau et dans les oreilles par le compositeur. Et il faut dire qu'il y a des musiciens qui n'entendent pas bien leur musique intérieurement, qui ne la conceptualisent pas harmoniquement, correctement. Donc ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, il était très attentif à l'invention rythmique. Je crois que la chose qu'il détestait le plus, c'était les rythmes tout faits, comme on trouve, on le trouve malheureusement dans la musique de Beethoven. C'est souvent très belle, mais parfois très systématique comme rythmique. Donc lui, ce qu'il repérait, c'était pas seulement l'oreille, mais l'invention rythmique. Pour lui, c'était capital. Et il est vrai qu'il écrit une musique qui est constamment en éveil sur le plan rythmique. D'ailleurs, on le voit bien, la majorité des œuvres après 1950, il y a des changements de mesure tout le temps. Et vous faites un rythme 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, etc. Comme ça, tout le temps, dans les œuvres à partir des années 60. Et je crois que ça correspond à une volonté d'exprimer très profondément une conduite rythmique autonome, qui ne soit pas, comment dirais-je,
sclérosé par l'habitude ou la contrainte historique. Messiaen était une personne très positive et jamais... Vous savez, quand j'ai l'habitude de dire, quand on m'interroge sur la classe, il ne mélangeait pas, enfin à l'époque où j'y étais, la partie analyse avec l'étude des compositions des élèves. Il ne s'occupait pas de leur composition. Mais si on était tout à fait admis qu'on veuille le voir à part pour lui montrer une composition. Donc en général, après sa classe finissait par exemple à 5 heures, il voyait pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps lui était absolument pas compté, la composition d'un élève. Mais la plupart du temps, il ne formulait pas de critique qui puisse heurter la personne. Donc il était bienveillant, c'était une personne bienveillante. Il gardait sur son compte à soi, il faisait des remarques marginales, mais jamais d'attaque frontale. Je considère que la fréquentation de la musique de Messiaen, de son enseignement brièvement et de la fréquentation de sa musique écrite, y compris pas seulement en l'analysant mais en la dirigeant, ça a été fondateur dans ma vie musicale. Je n'ai jamais éprouvé la moindre difficulté, le moindre ennui à interpréter, à étudier ces partitions. Et j'ai toujours trouvé, même si j'adhérais pas forcément à l'esthétique, certaines œuvres esthétiquement ne me parlent pas, et puis peut-être on peut dire, Messiaen a vécu assez âgé, je suis moins intéressé par les œuvres de la fin du parcours. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il redit un petit peu, il répète un peu les mêmes choses. Il donne une importance énorme à la durée des œuvres, les effectifs monumentaux, comme dans l'opéra par exemple, l'opéra sur Saint-François. Et ça, je suis moins sensible.